Salam, salut à tous, nouvel épisode du Cypherspace. Trafi, Rabzer, nouvelle disposition, nouvelle année, bonne année à tous. Bonne année, bonne santé. Incroyable. Bonne année, bonne santé, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, on vous souhaite toute la réussite pour vos projets, que ce soit des projets perso, projets pro. Et puis voilà, on espère que vous allez tout niquer comme nous, on prévoit de tout niquer ensemble. Hein? On va tout ensemble. On va tous, avec un S à la Avec fin. un S. Pour ceux qui Ceux qui ont la ref. Bon. Alors, nouvelle disposition. Ouais. On a pris en compte vos conseils. Bien Vous sûr. nous avez beaucoup dit justement de faire un truc un peu face à face, un peu tiré à Radisson. Pas ouf la ref, hein. Je me désolidarise complètement, là, les gars. Je suis pas... Et du coup, on a écouté vos conseils. Ouais. Et pour ce premier épisode, du coup, petit face à face, on va parler de la guerre franco. Le mec il part en cacahuète. Non, c'est faux. Non, aujourd'hui, Ouais. on va vous parler justement d'un film qui nous a beaucoup touché, moi et Rabzer. Ouais. Un film qui fait polémique au sein de notre groupe de potes. Ouais, aussi, ouais. aussi. Et on s'est dit, bah, ce serait cool d'en parler, vu que bah, Rabzer, il l'a découvert pour longtemps, et moi, c'est un de mes films préférés aussi. Et aussi, peut-être pour préparer un futur top 10 film, pourquoi pas. Ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça pourrait être cool. Hein. Ouais, ça pourrait être bien. Donc ouais, pourquoi pas. Donc, on va vous parler du monument de David Lynch. Mulholland Drive. Ah, voilà. ça y est. Excellent. Aïe. Incroyable. Ok, let's go. Donc, Mulholland Drive. Ouais. Alors, Très bon film. voilà, Voilà. très bon film. Pas de vidéo. Tu mettras. Alors, pourquoi on veut parler de ce film? Ouais. En fait, l'idée, elle vient d'un groupe de potes qui s'appelle les Agents du Chaos sur Twitter, Ça dévoile les gens en plus. sur X. En fait, c'est un film qui fait un peu polémique dans notre groupe de potes. Il y a la team de ceux qui ont kiffé le film, comme moi, comme Rabzer. Ouais. Il y a la team de ceux qui n'ont pas aimé, comme N, le Moji. N, le Moji, qui a beaucoup de chaos en lui. Et notre quatrième pote qui l'a pas vu, mais que ça intéresse pas. Qui s'en fout un peu. Et du coup, bah, Rabzer, il l'a découvert un peu dans ce contexte-là. C'est ça. Et on s'est dit, bah, pourquoi on va en parler, quoi. Ah, ça peut être pas mal. En plus, surtout que tu m'as chauffé le thème Ouais. d'une bonne manière. T'as su me parler. Ah ouais. Ah, t'as su- Surtout, je l'ai pris entre quatre yeux et je dis, écoute, ce film-là, il a inspiré ça dans Hill. Donc tu vas le regarder. J'ai dit ok, bon, bah let's go. Hein. Il sait comment parler, là, c'est bon. On est dans le truc, quoi. Et ouais, et du coup, c'est comme ça un peu que Rabzer, il a découvert ce film. Et comme vous pouvez le voir, il est ici. Donc voilà, et justement, alors moi, j'ai ce coffret-là, on me l'a offert, c'était à Noël. Un pote à moi qui me l'a offert. Très bon moi, pote. Très bon pote. C'est pas moi. Qui est passé sur la vidéo. Oh, lui, c'est un radin, lui, il a rien de payer, lui. Je fais une passe, les gars. C'est pas lui vrai. qui te demande de te payer. T'es le mec qui te met une répute, ouais. C'est même pas vrai, wesh. C'est Antoine qui est passé sur la vidéo lycée qui m'a offert ça à Noël. Je le remercierai jamais assez. Il se l'a acheté aussi pour lui en plus. C'était incroyable. Donc parce que lui aussi c'est un film qui kiffe de ouf. Le coffret est incroyable, vraiment. Ah ouais, C'est c'est lourd. lié au film en plus. Je vous expliquerai un peu dans la vidéo, mais c'est lié au film. Donc Mulholland Drive. Alors si mes souvenirs sont bons, il sort début des années 2000. Ok. Alors l'histoire de Mulholland Drive est assez particulière. Bah déjà c'est un film du très regretté David Lynch qui repose en paix. Il nous a quitté, ça va bientôt faire un an. Je crois que ça fait un an. Ça fait un an, je pense. Ça fait un an, ouais. Ouais, il est en janvier. Une minute de silence. Minute de silence. On fait une minute spéciale David Lynch sur le montage. Mettre en accéléré. Donc voilà, bah, RIP David Lynch, un très très grand GOAT. Un des GOAT du cinéma, peut-être le meilleur réalisateur au monde. Ça pourrait se débattre, mais il a clairement sa place dans le lot. Faites un top 10 de vous. Dans les commentaires. Le commentaire qui sera le plus liké, il aura un cadeau. Voilà. Et ce sera Rabzer qui vous fera le cadeau. T'as fait chier, toi. C'est toi qui donne l'idée, Ah, frérot. merde. Donc ouais, David Lynch, très grand réalisateur, Ouais. un des meilleurs de sa génération, un des meilleurs tout court, hein, on va pas se mentir. Alors l'histoire de Mulholland Drive elle est un peu particulière dans le sens où, je sais pas si toi t'es au courant, mais en fait de base c'était prévu comme étant une série.
Tu m'en avais parlé, mais je savais pas quand je l'ai regardé. Non. C'était prévu comme genre de série, et en fait, le projet, pour des raisons que j'ignore, que j'ai oublié, a été scrappé. Ok. C'est-à-dire qu'il a abandonné, et en fait, il a un peu remonté de ça pour faire un film. Ok. Ce qui explique un peu la nature particulière du film, et Au niveau du montage aussi. du montage. Ok. Au niveau aussi de la narration. Une narration très particulière. Alors, Rabzer, vu que toi tu l'as vu il y a pas très très longtemps. Yes. De quoi ça parle, Mulholland Drive? Alors, Mulholland Drive, l'histoire de base est assez simple. En fait, le film s'ouvre sur une balade en voiture. Je sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, mais en tout cas, il y a une femme à l'arrière d'une voiture qui se fait accompagner par un chauffeur, on peut dire. Et elle se fait un peu menacer, etc. Au final, ils veulent la tuer. On découvre très rapidement qu'ils veulent la tuer. Et en fait, il y a un accident de voiture. La femme s'évade de l'accident, c'est la seule survivante d'ailleurs de l'accident, et elle se retrouve, en fait, ça se passe où précisément déjà? C'est à Mulholland Drive. non mais la ville, c'est pas à Hollywood, je sais pas. Ah ouais, si, c'est Hollywood. C'est à Hollywood. Donc elle est sur les hills. Ah mais quand tu vois, exact. Donc voilà, elle est sur les D'ailleurs, il y a une ref. Ouais. Je te coupe, il y a une Ouais, ref. Il y a une ref avec Mulholland Drive dans le clip The Hills The Weeknd. Voilà. terrible. Voilà, je te Pas mal. Je te J'ai laisse. surtout pas tiré la langue quand tu m'as dit je te coupe. Hein. Je te promets. Il fait le mec, il va me hagar après. C'est pas vrai. Et du coup, donc elle s'échappe, donc c'est la seule survivante de l'accident. Elle se retrouve dans une maison qui, on va l'apprendre, est celle de la protagoniste, donc principale, et donc la femme qu'on suit juste après, qui s'appelle Betty, je pense. C'est Betty aussi, je sais pas de conneries. Donc elle rentre chez elle, dans la maison que sa tante lui a laissée, même si elle est en location, etc. Parce que cette femme-là, justement, elle veut devenir actrice. Et sa tante, c'est quelqu'un qui s'y connaît aussi, il me semble, dans le milieu, si je dis pas de conneries. Et en fait, elle se rend compte que dans sa douche, il y a la femme, justement, qui s'est échappée, qui a réussi à survivre à l'accident. Ouais. Et dans ce contexte-là, en fait, elles vont commencer à se connaître, à se découvrir. Et il y a un enchaînement de situations qui, de prime abord, en fait, est très étrange. Et il y a un enchaînement assez spécial qui se met en place. Et au final, on comprend pas tout dès le départ, même si l'enchaînement est assez fluide. Ouais. C'est vrai qu'il y a des scènes, des fois, sans transition, qui passent d'un personnage à l'autre, qu'on ne connaît pas du tout, qui n'a pas été introduit au préalable. Et ça va être ça, en fait, une bonne partie du film. En soi, le film dure combien de temps déjà? 2 heures, 2 heures, un peu moins de 2 heures, je crois. Donc il me semble, admettons, si le film il dure 2 heures, on va dire pendant une bonne heure et demie, il se passe ça en fait. Et donc il y a une évolution. Le film est coupé en deux. Ouais, très clairement. Ouais, il y a un événement qui coupe le film en deux. Et après c'est là que tu commences vraiment à te poser encore plus de questions qu'au départ. Mais en même temps, tu commences à avoir un éclaircissement. Sans spoiler, bien sûr, on va pas parler. Non, on spoilera pas. On va pas spoiler. Et de toute façon, je pense que c'est un film qui, clairement, je me demande même s'il est spoilable. Hein. Ouais. C'est vrai pour le coup, parce que même si je vous raconte la fin comme ça, ça va peut-être, par contre, ça peut ouvrir des pistes pour ceux qui n'ont jamais vu. Ouais. Mais du coup, ça tue un peu le premier visionnage en soi. Donc c'est pour ça qu'on va pas aller jusqu'à spoil, parce que y a aucun intérêt là-dessus. Le but c'est de vous donner aussi envie de regarder ce film. Bien sûr. Et donc si on part ce principe-là, on va éviter les spoils. Donc ouais, puis après le film au final, je trouve que dans sa réalisation, si on connaît pas non plus l'univers de David Lynch, on peut trouver ce film un peu bancal, pour le coup, et un peu spécial dans l'approche. Alors en fait, en vrai, moi ça rejoint un débat, et en fait c'est un débat que j'ai eu dans le groupe. Ouais. Dans le groupe Twitter qu'on a ensemble. Pour moi, c'est très important, hyper important, d'adapter ta posture au film que tu vas regarder. Je m'explique. Par exemple, moi et Rabzer, on est très très fan de tout ce qui est Marvel, DC Comics, etc. Ok. On est aussi fan de cinéma, on va dire un peu plus d'auteur, Mulholland Drive par exemple. Bien sûr. Et je vais pas avoir la même posture en regardant un Mulholland Drive qu'un Avengers. Voilà. C'est-à-dire que demain, je vais aller voir un Avengers au cinéma. T'as des attentes. Je vais pas me poser en mode bon, alors la mise en scène, la narration, qu'est-ce que ça raconte, tu vois. Je vais juste m'attendre à avoir un bon divertissement qui fait avancer le MCU, par exemple. Et Mulholland Drive, je vais pas le regarder en me disant bon alors, j'espère qu'il y aura autant d'action, qu'il va y avoir des caméos, voilà, que des effets spéciaux incroyables et tout. Pour moi, la posture est hyper importante. C'est pour ça que, par exemple, je recommanderais jamais un film comme Mulholland Drive à quelqu'un qui vient de commencer de s'intéresser au cinéma, tu vois. À part le frustrer, voire le choquer,
je vois pas l'intérêt, tu vois. Mulholland Drive, moi c'est vrai que, pour reprendre un peu ma découverte, moi je le découvre il y a quelques années sur Netflix, en ne m'attendant pas à ce que je vais voir. C'est-à-dire que moi je vois Mulholland Drive, je vois Naomi Watts, qui est une actrice très connue, je vois Laura Harring aussi, je dis vas-y, ben, ça va être un film cool. Vous avez dit, je connais de nom et tout, j'ai déjà vu Elephant Man, vas-y. Je me prends un screamer à 10 minutes, j'ai regardé tout le film comme ça à la fin. Tout le film il est passé comme ça. Tu vois de quel screamer je parle? Ouais, derrière le muret là. Ouais, déjà un screamer de jour, c'est un truc de fou. Ouais. Alors en plus qu'il soit aussi efficace. Tu sais que j'ai slippé vraiment. Mais flippant. Pourtant tu t'y attends, hein, mais Ouais. Je sais pas, moi il m'a fait grave sursauter pour le coup. Ouais, je sais, parce en fait c'est toute la scène, elle est un peu bizarre. Je sais pas, elle est un peu bizarre, t'es un peu dans un cauchemar, les mecs tu les connais pas, tu les vois d'un coup, ils sont comme ça et tout, enfin bref. En fait, David Lynch, il est très dans le... Alors, David Lynch, il est très dans le rêve. Ouais, ces films, ils sont... Ouais, en fait, ils sont oniriques, hein. Très clairement, ils sont tournés autour du monde onirique et ça se sent déjà même dans sa réelle, tu vois. Même sur les effets qu'il apporte, hein. À l'époque, il y avait des effets spéciaux de fou qui se faisaient déjà, et pour autant, c'est pas le but recherché, tu vois. Parce que justement, je pense que si tu pars du principe où tu fais des effets spéciaux de fou, bah en fait, vraiment très précis, etc., bah en fait, déjà, ce truc-là de rêve, ben tu le ressentiras moins. Parce que tu vois, justement, les rêves, c'est un peu fouillis, c'est un peu flou. Ouais. Donc forcément, les effets, faut qu'ils suivent derrière. Je suis d'accord. Tu vois ou pas, au niveau de... Je suis d'accord. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on le ressent surtout dans ces films à lui, parce que ben il aime trop tourner ça autour de ça, donc logiquement, ça va suivre. En fait, je ressens vraiment les films de David Lynch, et spécialement Mulholland Drive, comme la confrontation face à la réalité et l'illusion que ça apporte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se lancer dans une analyse de Mulholland Drive, mais déjà ce serait pas pertinent, et je pense pas que ce serait ce que David Lynch voudrait, parce que David Lynch il disait toujours qu'il voulait pas s'étendre sur la signification des choses. David Lynch c'est quelqu'un, on l'a beaucoup demandé la signification de ses films. Ça me saoule. Ouais, et ça l'énerve, ça l'énervait. Je me rappellerai toujours de cette scène, je crois que c'était un mec qui lui parlait de Eraserhead, un de ses premiers films, tu vois. Où et David Lynch, il disait en interview que Eraserhead c'était un de ses films les plus impactants au niveau de... Bah le message était un des plus forts, tu vois. Et du coup, t'as le journaliste qui dit, bah allez-y, expliquez. David Lynch, chacun, il dit, non. Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. Elaborate on that. No, I won't. Ce qu'il veut pas expliquer ses films. En fait, David Lynch, c'est quelqu'un qui veut que vous ressentiez ses films. Il veut pas forcément que vous regardiez en mode observation, alors ouais, ça, ce que ça veut dire, ce personnage-là, ce qu'il veut dire, etc. Lui, c'est plus le ressenti. Et David Lynch, c'est quelqu'un qui va toujours préférer le secret, parce que le secret et le mystère, ça apporte l'intérêt du spectateur. Tu vois. Mulholland Drive, c'est un film qui est mystérieux. C'est un film qui n'est pas compréhensible, techniquement. Et c'est justement ce qui intéresse le David Lynch. David Lynch, il veut que le spectateur soit intrigué, soit intéressé par le film, et pas à ce qu'il cherche à le comprendre. Et c'est ça toute la magie de Mulholland Drive, en fait. C'est justement, on est dans un rêve, voire un cauchemar à partir de la deuxième moitié. Il faut pas le comprendre, il faut juste le vivre. Et je pense que notre ami en commun, N, le Woody, lui, il a essayé de le comprendre. Parce que lui, il est dans une posture, je pense, qui est très pragmatique. Lui, si je regarde un film, je veux une histoire, une narration, je veux comprendre l'histoire, je veux comprendre la narration. Mulholland Drive et David Lynch, la plupart du temps, c'est pas ça. Et je pense qu'une fois que tu l'acceptes, t'acceptes mieux le film. Et moi, justement, je l'ai pas accepté au premier visionnage, mais je me suis laissé avoir. Parce qu'en fait, il y avait une succession d'images, tu vois. Une succession d'images, de scènes surréalistes, de trucs que tu comprends pas, tu vois, de personnages qui commencent à changer de comportement à partir de la moitié du film. Tu te dis où est-ce qu'on va aller, où est-ce que ça va se finir. Tu vois, t'as des screamers qui arrivent en pleine journée de nulle part, tu comprends pas. En fait, c'est une expérience. C'est pour ça que quand tu m'as parlé, pour me chauffer de regarder le film, il m'a parlé de Silent Hill, du lien entre Silent Hill et Mulholland Drive. Je me suis dit, déjà quand je vais regarder le film, il y a des choses que je vais pas comprendre dès le départ et c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Et si par exemple tu m'avais pas dit ça, ben j'aurais peut-être pas eu la même attente et j'aurais pas eu la même posture pour le coup. Mais c'est pareil, quand tu joues à SH, ça sert à rien d'essayer de comprendre dès le départ. Ça sert à rien. Toutes les explications, normalement tu les as à la fin et encore, ça peut encore te paraître flou. Là c'est un peu le cas aussi avec Mulholland Drive pour le coup. Parce que c'est le genre de film qu'il faut regarder genre 2-3 fois, histoire d'être vraiment
entre guillemets au point, même si pour le coup, malgré 2-3 visionnages, il se peut que tu aies encore des petits doutes sur certaines choses et que ce soit pas forcément clair sur tous les points. Et c'est ok parce que c'est ce que David Lynch aussi c'est ce qu'il voulait transmettre quand il fait ses films. Bien sûr. Et ça revient sur ce que tu disais juste avant, tu vois. Bien sûr. En fait, David Lynch, pour moi, c'est limite un peintre. Ouais, je capte. Pour moi, c'est un peintre. C'est-à-dire que des fois, moi je me connais pas beaucoup en peinture, je suis désolé, donc moi je fais vraiment à mon ressenti. J'ai pas cultivé le fou. Ah, moi j'ai aucune culture, moi je suis bête et méchant. Moi. La honte. Ouais. N'imitez pas ce geste, les enfants, ok? Nous sommes des enfants, nous sommes des personnes grandes, hein. Les catcheurs de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels, sur entraîner, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il est absolument interdit de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Voilà. Où est-ce que j'en étais du coup? Bonne question. Ah oui, je parlais du lien avec David Lynch et la peinture selon moi. Ouais. Quand tu regardes une peinture, t'essayes de la comprendre ou t'essayes de ressentir ce qu'elle veut te faire ressentir? Deuxième. Ouais, bien d'accord. Ouais. En fait, David Lynch, il voit le cinéma et le 7e art comme ça. Et David Lynch, c'était aussi quelqu'un qui était très, justement, multifonction. C'était pas qu'un directeur. Il avait une chaîne YouTube. Ok. Où il faisait plein de vlogs, etc. C'est un très grand fan de café, d'ailleurs. C'était un très grand fan de café. Il me semble même qu'il faisait un peu de musique. Il écrivait des musiques, parce qu'il a écrit une des musiques de Eraserhead. Ok. In Heaven. Toi, t'as pas vu Eraserhead? Je connais, j'ai vu. Ouais. Mais c'est... T'as pas vu extérieur, c'est son film le plus chez père. Et qui comment dire, décrit de la meilleure des manières l'approche et l'univers de David Lynch. Ouais, j'ai un peu d'accord avec toi. En vrai, sur ce que j'ai pu lire du film, parce que je l'ai pas encore regardé, il m'intéresse. Je l'ai pas encore regardé, mais ce que j'ai lu, c'est ce qui ressort le plus. En fait, avec David Lynch, pour moi, t'as deux cinémas David Lynch. T'as les films faits par David Lynch, et les films lynchiens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il s'inspire de son style ou... En fait, t'as, par exemple, Elephant Man. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, je connais. Voilà. J'ai vu aussi il y a très longtemps. Est-ce que tu trouves qu'il ressemble à Eraserhead et au Mulholland Drive? Tu vois, c'est un film qui est fait par David Lynch. C'est un film. Eraserhead et Mulholland Drive, c'est lynchien. Je capte. Tu vois, c'est... Ouais, il y a une nuance, hein, mais... Il y a un truc, tu vois. Ouais, je comprends. Et justement, ça, c'est la différence qui est entre les deux qui est incroyable. C'est qu'en fait, David Lynch, par exemple, il a fait Dune. Le premier Dune. C'est David Lynch. Mais tu vois, en fait, je me dis, un film comme Elephant Man, en vrai de vrai, c'est David Lynch qui l'a fait, mais ça aurait pu être un autre mec qui l'a fait. Voilà, sans manquer de respect à ce film-là, sans manquer de respect, incroyable. Alors que dans Mulholland Drive ou Eraserhead, même si je l'ai pas vu, de ce que j'ai déjà lu de ce film, en soi, il y a que lui qui aurait pu l'écrire, le faire, le réaliser. Là, c'est propre vraiment à lui, quoi, pour lui. Mais je capte ce que tu veux dire. Effectivement. En fait, voilà, David Lynch, il y a un moment de sa carrière où il a dit, vas-y, je fais ce que moi j'ai envie de voir, ce que moi j'ai envie de procurer aux gens. Ah ouais. Et c'est ce côté surréaliste, un peu rêve fiévreux, tu vois. Très paranormal, dans un sens. Sans pour autant être paranormal non plus, tu vois. En fait, je capte, il y a une frontière à chaque fois sur chaque sujet qui... C'est ça, ouais. Ah, je capte. Et David Lynch, c'est un maître dans ce truc-là, et vraiment, ces films étaient uniques. Et pour revenir sur Mulholland Drive, moi je sais qu'il y a une scène culte toutes les 10 minutes. Enfin, la scène où ils écoutent la meuf chanter là, qui pleure et tout. Incroyable. La scène à la fin où Naomi Watts, elle regarde Laura Haring en mode vénère, tu sais, en train de pleurer et tout. Incroyable. Le screamer de jour. Incroyable. Enfin, il y a trop de trucs. Même, tu sais qu'il y a une scène moi, qui m'a un peu choqué, enfin qui m'a pas choqué mais qui m'a marqué. Pourtant c'est une scène de con, tu vois. C'est tu sais le tueur à gage. Ouais. C'est vraiment what the fuck, genre. Tu sais que cette scène-là, moi, tu sais que vraiment ça c'est dans la première partie du film. Il y a une scène de fou avec un tueur à gage. Franchement, elle est limite burlesque, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. En fait, c'est comique, genre. C'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est en fait Mulholland Drive et même les films lynchiens, c'est très imprévisible. Je sais pas, l'approche elle est trop bizarre, genre. Ouais, mais c'est ça qui est lourd. De main gauche, que de la merde. C'est ça qui est lourd. C'est ça qui est lourd. C'est terrible. Et c'est pour ça que je peux comprendre qu'un mec comme N le Maudit, bah il est pas. Ça me fait que tu lui donnais un truc comme ça. Je sais pas s'il veut que je dise son prénom, c'est pour ça. Non, donc j'évite, tu vois. Par rapport à ça, je peux comprendre, tu vois. Je capte sa vision à lui. Parce qu'en plus, lui, il est en ce moment, c'est notre pote du coup. Il se fait beaucoup de films sur Letterboxd, etc. Et c'est vrai que
vas-y, t'enchaînes, je sais pas moi, un film de Nolan, un blockbuster américain, un autre film, on va dire normal, Mulholland Drive, il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est le clown sur l'image avec les militaires. Ça a trouvé l'intrus, genre. Ah bah voilà, quoi, tu vois. Et du coup, je peux capter. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Ah, c'est vrai, là. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important quand tu regardes un film, que ce soit un film de Lynch, ou un film d'un réalisateur qui est très marqué, genre un film de Bergman, je sais pas, un film de Truffaut. Ah, mais regarde, même, genre, tu prends un exemple bidon, hein, genre juste Wes Anderson. T'as vu dans son style. Ouais, très asymétrique, etc. Même que ce soit The Phoenician Shame, ou même, il y a quoi encore L'île aux chiens. Ouais, L'île aux chiens. Fantastique Mr. Fox. Voilà, j'allais te parler de ce film-là. Bah, frère, forcément, tu vois, déjà, juste les trois là, frérot, ils sont déjà assez différents alors que c'est le même réalisateur. Donc t'imagines, t'enchaînes 3-4 réalisateurs différents qui ont chacun leur patte et qui proposent des trucs totalement différents. Forcément, tu vois, il y a un décalage. Mais comme t'as dit, il faut la posture qui va avec. Ah, bah sûr. Sinon, c'est bizarre. Tu vas te taper ces films-là, tu vas forcément trouver des différences, et encore heureux, tu vois, parce qu'ils ont chacun leur truc. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident forcément même de choisir des films déjà à regarder, de faire l'effort de regarder des films. Parce qu'en plus, t'as vu, il y a certains films, frérot, ils durent 2 heures, 1h30, ça dépend. Donc, tu vois, même le fait de passer d'un film de 1h30 d'un film qui dure 2h30, frère, ça fait une diff déjà dans ton visionnage et dans ton jugement de la chose. Bien sûr, ouais. Parce que tu te dis peut-être que le film là il aurait pu durer moins longtemps. En plus, tu rajoutes les visions des réalisateurs, ça y est, bon, tu vois, tu commences à rentrer dans un truc où tu te poses trop de questions qui concernent pas forcément ce que tu regardes. Ah, bah sûr. Enfin, en tout cas, le contenu, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Donc, c'est vrai que c'est particulier quand même. Je suis d'accord par rapport à ça. Et c'est pour ça que, comme je redis, pour moi, quand tu rentres dans l'univers aussi marqué d'un réalisateur tel que David Lynch, il faut vraiment avoir une posture particulière, tu vois. Ouais, t'es obligé. Entre guillemets, faut avoir fait ses devoirs. Clairement, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et je pense que c'est ça, hein. Si t'enchaînes sur des films assez simples, entre guillemets, à regarder, ou même, tu vois, dans l'approche, c'est des choses un peu classiques du cinéma que tu peux rencontrer. T'as pas besoin, frérot, de te renseigner sur le réalisateur. T'as pas besoin de savoir ce qu'il a fait, c'est quoi sa vision des choses. Regarde, tu vois, je vais te dire un truc. Non, tu vois. Un film de Josh Whedon. Ouais. Tu vois, c'est qui Josh Whedon? Je connais le nom, ouais. Est-ce que tu penses que il y a 99,999% de chances que ce soit un film entre guillemets convenu, Ouais. tu vois, qui va pas te sortir de ta zone de confort, et c'est ok, hein. Ouais. Pour moi, un film qui est convenu dans sa forme, mais que le fond est cool, ça me va, tu vois. Ouais, Je suis pas un genre de mec qui veut se prendre un Mulholland Drive tous les jours, tu vois. Ça ferait chier. À un moment donné, vas-y, quoi. On va pas se mentir, le gros. Mais voilà, mais du coup, tu peux pas avoir la même posture avec Lynch, Non, mais c'est vrai, là. tu vois. C'est vrai, tu peux faire des comparaisons comme ça avec plein de réals. Mais c'est vrai qu'au final, ça revient toujours à la même chose. Par exemple, Voilà. si tu vas voir un film de Wes Anderson, tu sais très bien que la mise en forme, elle va être particulière, tu vois. Très asymétrique. Tu vas avoir un truc assez géométrique, voilà, un peu aussi loufoque dans l'imagerie, et c'est ok parce que c'est le style du réalisateur. Des couleurs très saturées. Tu vois, Nolan, par exemple, c'est un mordu de réalisme. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas le réalisme. Tu vois, c'est pas un truc qui me fait kiffer, mais c'est ok qu'il le fasse. Et si je vais voir un Nolan, comme il y a pas longtemps, je me suis fait Insomnia, vas-y. Je regarde Nolan, je sais que ça va être un genre de thriller, où il va y avoir un twist à la fin, tu vois, où il va y avoir des mind games, des jeux de temporalité, parce que c'est le style du réalisateur. C'est tout. Et c'est comme ça. Et je peux pas aller regarder un film de Nolan et critiquer parce que c'est trop Nolan. Bah, c'est Nolan qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Tu vois. Logique, en vrai. Donc, il y a un moment donné, Il y a pas d'intérêt aussi. Ouais. c'est ma posture, elle serait pas bonne de faire ça. Ouais. Donc moi, je sais par exemple que j'aime pas forcément le cinéma de Nolan. Je peux comprendre que les gens y kiffent. Il y a des films de Nolan que je kiffe. Même si j'ai un peu de mal avec son Batman. Mais voilà, moi par exemple, en fait, pour faire une petite digression sur ça, parce que je peux pas balancer ça et rien dire, tu vois. Ouais, ça. En gros, le Batman de Nolan, attention, là je vais blasphémer. Ça va être un très gros blasphème. En fait, The Dark Knight, je trouve que c'est un excellent épisode de New York Unité Spéciale. Ah ouais, je sais pas qu'il était aussi Non, mais- sec sur le sujet. Non, en vrai. En vrai. En fait, moi le problème, c'est que il est très bien The Dark Knight. Ouais. Mais c'est Hit. Ouais, je capte. En fait, c'est Hit. Tu l'as vu, Hit? Ouais, oui, j'ai vu. En fait, il l'assume, hein. Et je l'ai vu, il avait fait un reportage ou une interview, je sais plus, par rapport à ça. Et il avait dit que Hit, ça l'avait grave inspiré pour The Dark Knight. Ah, chelou quand même pour un film de super-héros. Et tu vois, Ouais. ok, moi tu me refais Hit. D'accord. Mais là, c'est plus Batman. Je veux dire, dans The Dark Knight, t'as pas de Gotham,
On dirait Chicago ou New York, tu vois. C'est New York, dans mes souvenirs après, j'ai pas... Tu vois, le Joker, il est très très bien, mais est-ce que c'est vraiment un Joker? Mm. Je me pose la question, tu vois. Ouais. Batman, il est un peu effacé dans son propre film, tu vois. Ah, c'est vrai. Genre, pour moi, vraiment, Christian Bale, il est effacé dans son propre film. On parle de The Dark Knight, les gens se souviennent plus du Joker que de Batman. Ah, c'est réel. Hein. C'est problématique, tu vois. Ouais, non, pour moi, un bon film Batman, c'est les deux. Pour moi, un film Batman, c'est The Batman. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce monsieur. Je lui serre la main. Je suis d'accord avec ce monsieur. Mais ouais, pour moi, The Batman, c'est un comics en live action. Ça, voilà. Ouais, ça de toute façon, un jour, on va en parler en vidéo, déjà. Ouais, déjà, parce que... Mais The Batman, pour moi, ils ont réussi à faire une adaptation comics accurate de Batman. Et Nolan, pour moi, il a pas réussi ça. Pour moi, Nolan, il a fait un très bon thriller. C'est un excellent thriller, The Dark Knight. Ouais. C'est une bonne inspiration de Hit, mais c'est pas un Batman. Pour rebondir sur The Batman, tu vois, là, pour le coup, il y a plein d'éléments qui marchent archi bien. Le Gotham, frérot, j'en ai des frissons, déjà. Juste la scène d'ouverture, elle est mythique. Bon, c'est un classique. Les scènes de course-poursuite, celle avec le pingouin. Tu vois, tu peux en sortir plein des scènes cultes comme ça, incroyables. Et chaque personnage a son importance. Même au niveau des, comment dire, des choix de casting, hein. Et au niveau du maquillage, des costumes, tout ça. Donc, wesh, le mec qui fait le pingouin. S'il te plaît. C'est le pingouin. Tu vois, le pingouin. T'ouvres. Chaque acteur est mémorable, frère. Là, ici, on a des comics Batman. Je prends un comics Batman. Il y a le pingouin. Je peux dire, ah bon, on dirait le pingouin de Batman. Bah ouais. Je peux pas faire ça avec. C'est pas un pingouin Berlol ou là. Berlol. Non, mais tu vois. Non, je capte. Mais oui. C'est un truc de fou sur la tenue de Batman, gros. L'importance du symbole. Qui est fait avec le gun qui a tué ses parents. Ah, voilà. Ah, frère. Tu vois, ça c'est des éléments qui ne manquent pas. Tu vois, c'est des choses. Ça fait de la diff sur un film. Mais bon, on a un peu dévié, on va revenir sur Mulholland Drive. Non, mais il y a un lien, mais parce que justement, c'est la thématique du réalisateur qui est hyper importante dans Mulholland Drive, et c'est un truc qui est... La vision. Ouais, faut qu'il y ait une vision particulière. En fait, il y a des hommes derrière les caméras. Ah, c'est ça. Il y a des hommes dans le maillot. Non, mais voilà, je veux dire, tu vois, il y a une vraie vision de réalisateur, et je trouve que maintenant, en 2026, on laisse plus trop les réalisateurs avoir des visions, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que Lynch il mettait grave en avant. Lynch il voulait pas qu'on touche à ses films. Il voulait pas que les sociétés de production ils raccourcissent ou ils coupent des scènes. Parce que pour lui, chaque scène est importante. Genre une scène, s'il doit faire une scène avec un singe qui joue de la flûte pendant 10 minutes, si ça sert son propos, il va le laisser. Ah, mais clairement, Tandis qu'un mec de la production il t'aurait dit vas-y coupe, tu vois. Lui non, je le laisse. Ça raconte ce que je veux raconter, je le laisse, j'en ai rien à foutre. Fin d'histoire, ouais. Voilà, et ça c'est un truc sur lequel je respecterai toujours David Lynch. C'est que lui, il était sans concession. C'est ok, vous m'avez donné le budget pour faire mon film, je fais mon film. Fin d'histoire, ouais. T'es content, t'es pas content, rien à foutre, je fais mon film. Ah, c'est ça. Et c'est ça qui était lourd avec David Lynch. Et c'est pour ça qu'on a perdu un très grand. Et Mulholland Drive, c'était une consécration, parce que il me semble que c'est son film le plus connu. Hein. Sans compter Dune ou quoi, je pense que son film le plus connu c'est Mulholland Drive. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être Elephant Man. Bah, franchement, pour moi, après, c'est mon point de vue, tu vois. Si on parle de réalisation dans son ensemble, pour moi, c'est Twin Peaks. Ah, c'est une série aussi. Ouais, je sais, mais je parle des films. Je parlais de réal au sens large. Mulholland Drive, très très connu. Mais je pense en termes de popularité, je crois que Twin Peaks c'est plus connu que Mulholland Drive. Ouais, ok, ouais. Tu vois, en termes de réal, hein. Après en termes de film, je pense que Mulholland Drive et Elephant Man ça se tape. Après, Twin Peaks, je crois que c'est l'œuvre de sa vie. Hein. Ah, clairement. Parce que le mec, carrément, je crois que c'est le dernier truc qu'il a fait avant de mourir. Hein. Ah, tu vois. La dernière saison de Twin Peaks, là. Ouais. Il y en a qui est sorti très récemment, genre. C'est là, 2016. Ouais, 2016, ouais. C'est la dernière saison de Twin Peaks et je crois que c'est le dernier truc qu'il a fait. Hein. En fait, on dirait des fragments, c'est un puzzle ce truc, c'est. Ah, laisse tomber. On fera une vidéo. Ah, le Twin Peaks, allez. Go Twin Peaks, je peux en parler, mais pendant 2 heures, il y a trop de trucs. Mais tu sais que franchement, si on doit faire une vidéo dessus, je pense que vraiment je me le retaperai. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, mais j'ai des bribes de souvenirs, c'est trop flou. Non, moi aussi. Mais ouais, donc Mulholland Drive, c'est compliqué de parler d'un film comme Mulholland Drive sans rentrer dans les détails. Ouais, parce qu'en fait, l'explication même du film se joue sur la deuxième partie. Et si on veut pas vous spoil, forcément, bah, on peut pas trop vous parler de cette deuxième partie-là, parce qu'elle est primordiale pour comprendre le film. Lors d'un deuxième, même dès le premier visionnage, on peut comprendre en tout cas une partie. Mais par contre, si vous voulez, on avait pensé à un truc, c'était de parler en fait, donner 10 indices clés pour peut-être mieux comprendre le film. Donc ça, on peut vous en parler aussi. Ça peut être intéressant pour vous.
C'est dans le livret, voilà, dans le petit livret qui est inclus dans le coffret collector Mulholland Drive. Ça peut pas mal, ouais. Alors, c'est des indices pour comprendre le film dès le premier visionnage ou avant de le regarder? Non, en fait, alors ça dépend. Ouais. Ça dépend. Alors, faut savoir que ce livre se base sur des interviews de David Lynch. Ouais. Ok. Il aime pas parler de ses films, mais on lui parlait tellement de Mulholland Drive qu'à un moment donné, il a dit bon, je vais en parler de bonne fois pour toutes. Et puis après, vous arrêtez de me casser la tête, hein. Vous allez laisser mes craouilles tranquilles. Et il y a 10 indices donnés par David Lynch. On fera un insert hein, pour montrer. Ouais. Donc on va les citer, puis on va peut-être dire ce qu'on en pense. Alors, les 10 indices donnés par David Lynch pour décoder Mulholland Drive. Numéro 1. Soyez particulièrement attentifs au début du film. 2 indices, au moins, sont donnés avant le générique. Tu vois, ceux-là, je les ai même pas. Là, c'est moi, je sais pas de quoi il parle. Ceux-là, je les ai même pas. Alors, après, c'est aussi, David Lynch, Ouais. il est connu pour être un peu trop là. Ah ouais? Ouais. À tout moment, c'est fake. Donc, je sais pas si il dit ça en mode vrai ou faux. Ok. Faudra trier, du coup. Ouais, C'est faut pas ce que je veux trier. 2. Observez bien lorsqu'un abat-jour rouge apparaît à l'écran. Ok. 3. Ça marche. Avez-vous entendu le nom du film pour lequel Adam Kesher auditionne des actrices? Ce titre est-il mentionné ailleurs? On est perdu alors qu'on a vu le truc. Je suis hyper de fou là. Ok, bon. 4. Un accident est une chose terrible. Notez là où il a lieu. Ah, Mulholland Drive. Non, Je sais même pas s'il parle d'accident là. Ah, je sais pas. 5. Qui donne la clé bleue? Pourquoi? C'est une dingue parce que les indices, ils me chamboulent plus que le film. C'est un truc de fou, genre. 6. Pourtant, je les avais lus, hein. Je comprends. Ah ouais, comme moi. ça, là, chez moi, je suis du père. Ah, moi j'ai vu le film 2-3 fois et je suis en mode ouais, Ok, ouais. 6. Remarquez la robe, le cendrier, la tasse à café. Ok. 7. Que ressent-on? Que comprend-on? Et quels éléments se trouvent rassemblés au club Silencio? Ok. 8. Camilla ne doit-elle sa réussite qu'à son talent? Pas mal. 9. Faites attention aux détails autour de l'homme derrière Winkies. Qui c'est C'est le screamer. Ah ouais, ok. 10. Il a chuchoté en mode... Moi j'ai chuchoté comme si le micro était pas branché. 10. Où est Tante Rousse? Ruth. Ruth. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Elle a disparu. Where is Tante Rousse? Ouais. Voilà. Ok. Bon, en espérant que ces indices ne vous ont pas refroidi pour regarder le film, parce que c'était pas le but recherché. Mais bon, en tout cas, voilà. Bon, bah super. Je galère. Bon, t'inquiète. Ok, bah nickel. Bon, Bon, sur ce, on s'arrête là? on s'arrête là. Alors, je vais finir. Justement, j'aimerais bien finir sur un point très important. Ouais. Une citation de David Lynch. 2 citations de David Lynch que je trouve hyper importantes. Une dans ce livret et une qui n'est pas dans ce livret. Pour moi, un mystère est comme un aimant. Dès qu'une chose est inconnue, elle attire. Ça signifie bien ce qu'est la filmographie de David Lynch. Et pour finir, une citation qu'il disait souvent dans ses vidéos YouTube et qui m'a beaucoup touché. Un jour, la tristesse s'arrêtera, mais pas aujourd'hui. Voilà. Demain c'est loin. Ayam. 1 minute. Le mec. T'as tout niqué, putain. Ah, c'est bon. Dans ta question. Voilà. Bah Ouais, écoutez, n'hésitez pas à rester branché sur Cypherspace, l'espace De toutes les cultures. bang bang bang. Carré, frère.